festive depuis 1834. La Saint-Jean-Baptiste a suivi l'évolution politique et sociale du Québec. Ce soir, 360 secondes pour comprendre la fête nationale du Québec. Avec moi, Marc Ouimet, directeur général de la revue en ligne Le Panoptique et spécialiste de l'histoire de la Saint-Jean-Baptiste. Monsieur Ouimet, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'où est l'origine, d'où part la fête de la Saint-Jean? En fait, on peut dire qu'il y a pratiquement trois fêtes de la Saint-Jean-Baptiste. Il y a la fête populaire, la fête religieuse et la fête politique. Donc la fête populaire ou la fête religieuse, en fait, sont les deux plus anciennes, sont celles qui remontent pratiquement à l'Antiquité. La fête populaire, en fait, on fêtait le solstice d'été, tout simplement. Et selon le calendrier julien, ça tombait le 24 juin. En fait, ça a tombé le 24 juin quand on a fait le transfert au calendrier grégorien. Et éventuellement, cette célébration-là, qui reprenait beaucoup l'élément du soleil comme élément fertilisant pour la terre, pour les gens. De là émerge également la symbolique du feu qu'on retrouve dans la fête encore de nos jours, et qui a finalement été récupérée par l'Église catholique. Donc, on a christianisé la Saint-Jean-Baptiste. Entre les deux, il y a Ludger Duvernay, sauf erreur, au Québec, en 1834, qui fait une célébration particulière, n'est-ce pas? Ben, c'est que c'est à ce moment-là qu'on instaure la Saint-Jean-Baptiste comme fête politique au Québec. C'est le passage à la politique. Tout à fait. Donc, c'est en 1834, Ludger Duvernay, qui est un sympathisant patriote, va décréter, en fait, que Saint-Jean-Baptiste est désormais le saint patron des Canadiens. On disait, à l'époque, avant qu'il soit Canadien-Français, on disait Canadien. Ce qui n'était pas, ce qui allait pas de soi, puisqu'en fait, le saint patron des Canadiens était Saint-Joseph depuis le 17e siècle. C'est vraiment une élection populaire, politique qu'on fait à ce moment-là, et qui a un peu une fonction de légitimation pour les revendications des sympathisants patriotes. Comme Saint-Patrick pour les Irlandais, par exemple? Tout à fait, tout à fait. À cette époque-là, d'ailleurs, à Montréal, les Irlandais fondent une société Saint-Patrick, les Anglais une société Saint-Georges, les Écossais une société Saint-Andrew. Dans ce mouvement-là, les Canadiens vont fonder la société Aide-toi et le ciel t'aidera, qui deviendra la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc, il y a l'instrumentalisation à des fins politiques de la fête à ce moment-là. Tout à fait. En fait, Saint-Jean-Baptiste. Ça, c'est dans la mouvance des patriotes, là. Oui, oui. C'est 1837-1838. En fait, 1837-1838 marque un stop dans les célébrations de la fête politique, je dirais, jusqu'au retour d'exil de Ludger Duvernay en 42-43. La fête va revenir à ce moment-là, mais elle est, dans ce cas-là, dépolitisée. Le contexte a tout à fait changé. On est dans un contexte de défaite. Et l'Église se propose en fait pour représenter la société canadienne-française maintenant. Alors là, ça devient une fête religieuse? Beaucoup plus religieuse, culturelle aussi, puisqu'effectivement, on définit la nation canadienne-française par ses traditions françaises et la foi catholique. Donc oui, l'Église a une très grande part là-dedans. On a un élément culturel qui est là, mais ce qui est clair, c'est que les revendications politiques sont complètement disparues, puis ça pour une longue période encore. D'ailleurs, Jean-Baptiste, c'est celui qui a baptisé Jésus. Oui, tout à fait. C'était le précurseur. En fait, l'Église catholique du Québec reprenait cette symbolique-là du baptiste précurseur du Christ. Donc, ça venait tout à fait dans la mission clérico-nationaliste des Canadiens français, la mission providentielle de civilisatrice, finalement, en Amérique du Nord anglo-saxonne. Alors, vous dites que l'aspect politique est mis de côté pour une longue période. Je ne sais pas si c'est en 1968 que l'aspect politique revient, mais en 1968, Pierre-Éliott Trudeau assiste au défilé de la Saint-Jean, et voici comment ça se passe. À la lueur du projecteur de couleur, la vue au son du public entraînant. Il se produit quelque chose à l'estrade d'honneur. Et il semble bien que maintenant on ait maîtrisé un assaillant qui s'est présenté à l'estrade d'honneur. Il est regrettable que tous ces incidents se produisent. Il y a des projectiles qui maintenant volent en tous sens et les invités de l'estrade d'honneur rentrent à l'intérieur. Je pense, Henri, que... Qu'est-ce qui s'est passé là en 1968? Ben, ce qui arrive, c'est qu'il y a une polarisation nationaliste qui était croissante déjà. Déjà, on a la crise à Saint-Léonard, la crise linguistique avec les écoles qui émergent dans le courant du printemps. Pierre-Éliott Trudeau est en élection à ce moment-là, en juin 68, et bon, tout le monde connaît son credo, refuse la reconnaissance de la nation québécoise, même va critiquer le nationalisme québécois, ce qui ne plaît pas du tout, évidemment, aux militants nationalistes, dont le RN de Pierre Bourgault, qui, ce soir-là, va décider de pratiquement fomenter une émeute pour dénoncer Trudeau qui est sur son estrade. Donc, ce qui arrive, en fait, le segment qu'on voit est très intéressant parce que quand les troubles ont commencé dans le parc La Fontaine, la télé n'en parlait absolument pas. Ils avaient eu ordre de ne seulement que décrire le défilé, et c'est quand le défilé est lui-même attaqué qu'à ce moment-là, la télé commence à en parler. Ce qui est très drôle, c'est que les journalistes radio de Radio-Canada, eux, étaient en pleine émeute dans le parc La Fontaine et décrivaient en direct ce qui se passait à ce moment-là.
Et Trudeau a décidé de rester dans l'estrade, de défier ceux qui lui lançaient des projectiles. On connaît la suite. Carrie Trudeau-Défi passe pour le frondeur des nationalistes au Québec et gagne les élections le lendemain. Des élections qui sont d'ailleurs seulement présentées à la chaîne anglaise de Radio-Canada parce que le journaliste Claude-Jean de Virieu, qui avait critiqué la brutalité policière pendant les émeutes, est mis à l'amende, en fait, est interdit d'antenne et par solidarité, toute la section française de Radio-Canada déclare grève et ne fait pas la soirée des élections. C'est rempli d'histoire, ces affaires-là. 1990 aussi, après l'échec du lac Meech, il y a des milliers de gens qui descendent dans la rue pour la fête de la Saint-Jean. La ferveur nationaliste est très, très forte à ce moment-là. J'aimerais juste, en terminant, poser une question que bien des gens se posent. Est-ce qu'on fait de la fête nationale ou c'est de la Saint-Jean-Baptiste en 2010? C'est peut-être un peu des deux. La Saint-Jean-Baptiste a différentes strates de sens qui se superposent, puis il n'y en a jamais une qui a complètement pris le pas sur l'autre, puis chacune se manifeste un peu plus fortement que les autres, tout dépendant du contexte politique. Mais depuis 1977, officiellement, c'est la fête nationale. Tout à fait, mais il y a toujours une espèce d'inadéquation, finalement, entre la définition qu'on veut donner de la nation québécoise, puis la société québécoise, qui elle-même est plurielle, comprend différents groupes, et donc l'adéquation à la nation québécoise ne va pas nécessairement de soi. On voit effectivement, depuis les dernières années, une présence beaucoup plus forte des communautés culturelles, une présence plus forte des Autochtones, par exemple, qui ont le solstice des nations le 21 juin. Ils allument un feu de joie, ils gardent les braises, et c'est avec ça qu'on allume le feu sur les plaines d'Abraham maintenant, aujourd'hui. Donc, il y a une plus grande participation de la société civile à la Saint-Jean-Baptiste. En contrepartie, on a peut-être une dépolitisation de la fête officielle. Qui devient plus festive aussi. Qui devient plus festive, qui devient certainement moins campée dans ses positions et ses affirmations. On a fait bien plus que 360 secondes. Merci beaucoup, M. Ouimet. Je vous remercie. Au plaisir. Au plaisir.